Bonjour amis internautes, nous voici dans cette deuxième vidéo, toujours sur le RGPD. On a abordé dans la première vidéo le b.a.-ba, à savoir les vocabulaires, justement les bases, comme la donnée personnelle, données sensibles, etc. Je suis Déborah Donnier, je suis experte en communication digitale, spécialisée sur WordPress. À mes côtés, Élise Guiaudis. Bonjour à tous, donc Élise, avocate et experte en droit du numérique. Qui est concernée par les obligations, qui peut engager sa responsabilité. Alors, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, qui peut engager sa responsabilité? Deux acteurs, le responsable du traitement et le sous-traitant. Donc, on rappelle, le responsable du traitement, c'est lui qui va déterminer les finalités du traitement, les objectifs de ce traitement et des moyens du traitement. Le sous-traitant, c'est celui qui va traiter la donnée pour le compte sur instruction du responsable du traitement. Ce sont ces deux personnes-là qui peuvent engager leur responsabilité. Jusqu'à présent, avant l'entrée en application du règlement européen, un seul de ces deux acteurs pouvait engager sa responsabilité, c'était le responsable du traitement. Là, désormais, avec le règlement européen, on a une responsabilité conjointe des acteurs, ce qui veut dire que si un sous-traitant fait n'importe quoi, si un sous-traitant traite une donnée en dehors des instructions de son responsable du traitement, eh ben, il peut engager aussi sa responsabilité. Alors j'ai entendu parler comme quoi il n'y avait plus du tout le dépôt à la CNIL qui se passait. J'ai entendu parler de termes comme accountability, des termes que certainement, amis internautes, ça vous semble très flou, un petit peu comme moi. Donc justement, je voudrais que tu nous en parles. Le règlement européen va alléger considérablement les formalités, puisqu'avant, on devait, à chaque fois qu'on faisait un traitement, faire une déclaration, une demande d'autorisation ou une déclaration auprès de la CNIL. Là, c'est terminé, sauf exception. Il y aura toujours des exceptions, mais on va dire que dans la grande majorité des cas, il n'y aura plus de formalités à faire à la CNIL quand vous faites un traitement de données personnelles. En fait, le règlement européen c'est pour ça que tu parlais d'accountability, part du principe que ce sont à ces acteurs, à ce responsable du traitement et à ce sous-traitant, de se responsabiliser. C'est à eux aujourd'hui, finalement, de mettre en interne les mesures techniques, organisationnelles, pour se mettre en conformité avec les règles. Et il n'y a plus besoin de faire ces formalités. C'est-à-dire que demain, s'il y a un contrôle de la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, qui est l'autorité de contrôle et qui va veiller au bon respect du règlement, s'il y a un contrôle de la CNIL, eh bien, le responsable du traitement, le sous-traitant, devront être en capacité de démontrer qu'ils ont bien respecté les obligations. Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est interdit? Alors, parlons déjà du traitement qui est interdit. Alors voilà, effectivement, Déborah, ce qui est important de savoir, c'est que un traitement de données, il peut être interdit, il peut être autorisé. Le règlement prévoit des cas où le traitement est interdit et des cas où il est autorisé. Il faut partir du principe que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. D'accord? Donc si tu n'as pas un texte qui interdit un traitement, tu pars du principe que c'est autorisé. C'est pas parce que c'est autorisé que tu peux faire n'importe quoi. On va le voir dans un second temps. Mais effectivement, Déborah, il y a des cas où le traitement, par principe, il est interdit. On a parlé tout à l'heure dans la vidéo sur le b.a.-ba de la donnée sensible. La donnée, par exemple, qui va remonter tes origines raciales, tes convictions religieuses, tes données de santé. Voilà, tout ça, ce sont de la donnée sensible. Et en principe, le traitement d'une donnée sensible est interdit. Voilà, ça c'est le principe. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des cas dans lesquels on peut traiter la donnée sensible. Exemple, une personne a eu un accident, on est obligé de la conduire à l'hôpital pour la soigner, on va être obligé, ne serait-ce que pour l'accueillir à l'hôpital, de traiter ses données. Mais il y a effectivement un impératif là, de la sauver. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on autorise la personne qui va faire le traitement à faire ce traitement de données personnelles. Là, on rentre directement dans les traitements autorisés. Donc, consentement de la personne, libre, éclairé, spécifique, exécution du contrat dans les mesures précontractuelles. Donc on a vu que dans le cas, les traitements étaient interdits. Données sensibles, on part du principe qu'on ne peut pas le traiter, c'est interdit, sauf vraiment exception. Et effectivement, il y a des cas où le traitement est autorisé. Et pour que ce traitement soit autorisé, il faut qu'on rentre dans une des rubriques qui a été prévue par le règlement. Le règlement européen prévoit des cas de figure où les traitements sont autorisés. Donc, un des cas où le traitement est autorisé, c'est de recueillir le consentement préalable et express de la personne. Tu me donnes ton accord pour faire un traitement de données personnelles. Dans ce cas-là, je suis autorisée à faire un traitement parce que tu m'as donné ton accord. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le consentement n'est pas systématiquement obligatoire. Il y a des cas où je n'ai pas besoin de recueillir ce consentement. Par exemple ? Par exemple, tu me demandes de te délivrer une prestation de service. Eh bien, pour te faire un devis,
ou pour conclure le contrat entre nous, je vais bien être obligée de traiter tes données, ne serait-ce que tes données, nom, prénom, ton adresse, pour t'envoyer la facture et le mettre sur le contrat. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'un consentement particulier. À partir du moment où tu me contactes pour avoir un devis de ma part ou pour qu'on mette en place un contrat pour travailler ensemble, dans ce cas-là, je suis autorisée à traiter de la donnée personnelle. Et il y a d'autres cas, effectivement, donc là on a parlé du consentement, on a parlé de la conclusion d'un contrat ou d'exécution de mesures précontractuelles. Il y a d'autres cas qui sont autorisés par la loi, même il y a des cas où on est obligé de traiter. Je pense notamment à l'employeur qui doit établir ses fiches de paye pour ses salariés. Eh bien lui, il doit respecter une obligation légale, établir une feuille de paye pour ses salariés. Et à cette occasion, il va devoir traiter des données de ses salariés. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, etc. Si on prend l'exemple de la prospection commerciale avec les opt-in, comme on voit souvent d'ailleurs sur les sites internet, ça rentre dans quel cadre? Alors justement, très bonne question. En matière de prospection commerciale, le principe, c'est qu'il faut le consentement express et préalable. C'est-à-dire que toi, si tu veux faire de la prospection commerciale, tu as un fichier de clients ou de prospects, tu veux leur envoyer de la pub, eh bien en fait, il faut déjà que tu leur expliques, que tu leur donnes l'information que tu souhaites envoyer de la prospection commerciale et recueillir préalablement leur consentement. Alors il y a des exceptions. Clairement, si on a déjà travaillé ensemble, par exemple, si on a fait un contrat ensemble qui s'est terminé, qui s'est très bien passé d'ailleurs, à l'occasion duquel tu as collecté mes données, tu pourras, dans ce cas-là, si tu souhaites ensuite, à la fin de l'exécution de ce contrat, m'envoyer la prospection commerciale pour me proposer des services ou des produits qui sont analogues, tu pourras, dans ce cas-là, m'envoyer la prospection sans avoir recueilli mon consentement, parce que je suis un ancien client. Oui, parce que c'est souvent la question qui revient d'ailleurs, aussi bien de mes clients que je pense de tes clients, sur les newsletters qu'on reçoit en paquet et qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'on a demandé ou avec qui on a échangé, etc. Et justement, la nuance peut être compliquée et difficile. Alors, donc le principe, quand tu reçois une prospection commerciale, tu dois avoir donné ton consentement éclairé préalable, d'accord ? Donc, c'est pas un consentement passif, implicite. Tu dois vraiment avoir manifesté ton consentement à recevoir de la prospection commerciale. Ça, c'est le principe. Il y a une exception qu'on vient de voir, c'est le fait que quand c'est un ancien client et que vous lui envoyez la prospection pour des services analogues, dans ce cas-là, vous êtes exonéré de recueillir à nouveau le consentement. Bon, ok. Et puis, il y a une autre exception qui peut être intéressante, c'est le fait que quand tu veux envoyer la prospection commerciale à une personne à raison de ses fonctions. Je te donne un exemple concret. Par exemple, tu es un éditeur de solutions logicielles. Eh bien, ça peut être intéressant de toucher, je ne sais pas moi, des directeurs informatiques de grosses sociétés. Eh bien, tu vas leur proposer ta prospection commerciale pour tes nouveaux logiciels. Là, tu vas envoyer la prospection à une personne à raison de sa fonction professionnelle et donc pas à une personne à raison de ses, on va dire, de ses fonctions personnelles. Et donc, dans ce cas-là, tu seras autorisé. La CNIL autorise dans ce cas-là à ne pas avoir à recueillir le consentement préalable de la personne. Donc, ça va être vraiment au cas par cas en fonction de la personne à qui tu adresses cette prospection. C'est quoi les grands principes qu'il faut respecter quand on veut traiter de la donnée personnelle ? Alors, effectivement, Déborah, c'est très important. Quel que soit le cas de figure, autorisé, le fait que tu sois sur la base d'un consentement ou d'un contrat, dans tous les cas, il y a des grands principes qu'il faut toujours respecter quand tu traites une donnée. Le principe, c'est déjà, quand tu collectes une donnée, il faut que cette collecte, elle soit loyale. À partir du moment où tu as collecté de manière déloyale une donnée, quel que soit le consentement que tu peux recueillir ensuite, ça ne va pas le faire. Donc, collecte loyale, transparente, licite. Ensuite, quand tu collectes la donnée, il faut que la finalité, les objectifs de cette collecte soient clairement définis et que tu les précises à la personne qui est concernée. Tu ne peux pas collecter une donnée en disant « tiens, c'est intéressant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je la stocke dans un fichier Excel et puis on verra plus tard ». Non. Quand tu collectes une donnée, il faut que tu définisses les objectifs de cette collecte et que tu informes la personne concernée de tes objectifs, des finalités du traitement. Autre principe à respecter, tu ne peux collecter que les données qui sont absolument nécessaires par rapport à cette finalité. Si tu veux envoyer de la prospection commerciale à l'ensemble de tes prospects, ça n'est pas nécessaire de collecter, par exemple, une donnée liée à leur nationalité ou à un numéro de sécurité sociale. Tu as juste besoin du nom, prénom de la personne et d'une adresse mail, en général. Et la durée est limitée. Quand tu fais un traitement de données personnelles, le principe, c'est que ce traitement doit forcément avoir une durée limitée dans le temps. Tu ne peux pas conserver une durée ad vitam aeternam. Tandis qu'avant, c'était le cas. Enfin, on le faisait. Alors,
On le faisait, mais là, pour le coup, c'est interdit. Exemple, quand tu as une donnée, tu as un fichier prospect, on revient sur la prospection commerciale, oui. Ce fichier-là, tu peux pas le conserver 10 ans, c'est pas possible. Tu peux le conserver au plus loin 3 ans. Et à l'issue des 3 ans, tu es obligé de redemander le consentement des personnes qui sont visées dans ce fichier. Mais qui définit la durée, en fait? C'est nous-mêmes? Alors, en fait, soit la CNIL a défini dans un certain cas de figure des durées limites à respecter, au-delà desquelles tu ne peux pas aller. Typiquement, en matière de prospection, tu ne peux pas conserver ton fichier plus de 3 ans. En matière de cookies, par exemple, tu ne peux pas... cookies, ce sont des traceurs qui permettent de collecter des adresses IP notamment. Ces données-là, tu ne peux pas les conserver plus de 13 mois. Une facture, alors si tu as un contrat avec un client, ce contrat-là, tu peux le conserver 10 ans. Donc les données qui sont collectées à l'occasion de ce contrat, tu peux les conserver 10 ans. Est-ce qu'il faut, j'imagine, garantir une sécurité minimum et appropriée pour... Oui, absolument. Le texte t'oblige, quand tu collectes une donnée et quand tu la conserves, que ce traitement il soit fait de manière sécurisée. Donc c'est à toi de mettre en place les outils nécessaires pour garantir la confidentialité et l'intégrité de la donnée, qu'elle ne soit pas perdue, qu'elle ne soit pas piratée. Et donc, s'il y a une violation de données, si la donnée est altérée, ce sera ta responsabilité. Quels sont les droits des personnes concernées? Les personnes qui sont concernées par un traitement, elles ont des droits qui sont importants. Et toi, en tant que responsable du traitement ou sous-traitant, tu dois être en capacité de répondre à ces droits. Déjà, le premier droit, le droit fondamental des personnes respectées, c'est le droit à l'information. Au-delà du consentement, qui doit être recueilli dans certains cas, quels que soient d'ailleurs les cas, il faut que la personne soit informée du traitement que tu fais de ses données personnelles. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, le second principe, c'est le droit à l'accès. La personne a le droit d'accéder aux données que tu traites à telle fin. Donc, il a un droit d'accès. Il a le droit également de demander à ce que la donnée soit rectifiée si elle n'est pas à jour, par exemple, ou qu'elle est incorrecte. Tu as l'obligation de mettre à jour et de tenir un fichier avec des données qui soient mises à jour et correctes. Après, j'imagine que tu as un droit de t'opposer. La personne concernée, elle a un droit d'opposition, c'est-à-dire qu'elle peut s'opposer à un traitement si elle justifie d'un motif légitime. Par exemple, en matière de prospection commerciale, si je m'oppose à une prospection commerciale, tu dois absolument donner suite à ma demande d'opposition. Donc si je m'oppose, la personne a le droit d'effacer aussi les données? Absolument, elle a le droit de s'y opposer. Si toi, tu continues à lui envoyer la prospection commerciale, tu seras passible de sanctions pénables. Et elle a le droit de te demander l'effacement de ces données, par exemple, quand la finalité ou quand la durée du traitement elle a expiré, que la finalité est terminée, eh bien on a le droit à ce que la donnée soit effacée. Le droit à la portabilité des données, c'est quoi? C'est un nouveau droit qui a été introduit dans le règlement européen. Le droit à la portabilité, ça permet à la personne concernée de pouvoir récupérer ces données à la fin d'un contrat de prestation de service, par exemple, et soit de les récupérer directement, soit demander au prestataire de transférer ces données dans un format lisible et ouvert par un ordinateur au nouveau prestataire. Donc ça permet vraiment à la personne concernée de reprendre le contrôle de ces données et les récupérer ou de les faire transférer à un autre prestataire. On arrive au terme de cette deuxième vidéo. Merci Élise. Merci.